La Russie est-elle européenne? Voilà un sujet que j'avais envie d'aborder parce que beaucoup de gens disent n'importe quoi. Alors la Russie, historiquement, c'est quoi? La Russie, ça vient de Rousse. La Rousse, c'est le territoire autour de Kiev qui a été fondé par la fusion, l'alliance entre des Suédois, donc Vareg, des Vikings de l'Est, hein, entre des Suédois, des commerçants notamment suédois et des guerriers, et des Slaves, des populations slaves. Alors évidemment, contrairement à la légende nordique, les Slaves avaient bien sûr commencé à avoir des cités. Mais l'organisation politique des pays slaves était très démocratique, trop démocratique d'une certaine manière, ça crée de l'instabilité. Et donc, un certain nombre de responsables slaves se sont rendus compte que les Suédois avaient beaucoup à leur apporter. Donc il y a eu cette sorte d'alliance entre les Suédois et les Russes, et les Slaves, pour former la Rousse de Kiev, qui a donc été le pays qui précède le Biélorussie, la Russie et l'Ukraine, hein, concrètement. Voilà. Donc le peuple russe est à la fois un peuple germanique et un peuple slave, donc deux fois européen. Et évidemment, ils ont choisi la religion orthodoxe parmi des formes de christianisme, ce qui n'en fait pas un pays non européen. La Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, la Serbie sont des pays européens et sont également des pays orthodoxes. Il est évident que le choix de l'orthodoxie par la Rousse de Kiev s'explique par le choix des Polonais du catholicisme. Hein, quand ton voisin devient quelque chose, tu as tendance à essayer de trouver autre chose. Voilà, Vladimir Ier de Russie, si on peut dire, ou de Rousse, puisque la Russie et la Rousse, c'est pas exactement la même chose, et bien, donc, a forgé cet État. Alors, il faut savoir qu'en russe, le mot russe ça se dit de deux manières différentes. Ruski, qui veut dire le russe ethnique, et Ruski, ça vient de la Rousse de Kiev, et Rossianin, c'est l'habitant de Russie, donc qui peut être yakout ou tatar aussi bien. Voilà. Ça, c'est ce qui définit la Russie. Donc la Russie, effectivement, par son peuplement Rouski, est européen. C'est un pays européen, c'est clair. En revanche, il est évident que personne n'affirme que les Tatars, les Yakoutes ou les populations de Sibérie sont des Européens. Mais, effectivement, la Russie s'est étendue en Asie, à partir de 1588 et des conquêtes d'Ivan IV le Terrible, hein, Ivan Grozny, vers donc jusqu'à Vladivostok tout simplement. Alors, la langue russe, très intéressante, donc la langue russe est une langue slave, évidemment. Il y a un certain nombre de mots français qui sont passés dans le vocabulaire russe, beaucoup plus de mots français d'ailleurs qu'il y a de mots tatars. Et il y a bien sûr cette phrase qu'on prête à un écrivain russe qui était que gratter le russe, vous trouverez le tatar. C'est évidemment faux, c'est gratter le tatar, vous trouvez le russe, en réalité. Puisque les tatars actuels sont complètement russifiés, vous allez au Tatarstan, vous avez l'impression d'être en Europe, vous n'avez pas du tout l'impression d'être dans un pays turc-musulman. Ça, c'est la réalité de la Russie. Donc la Russie est européenne par son peuplement, cas excepté les populations paléo-sibériennes et autres qui ne sont pas plus européennes que les Groenlandais ne sont danois, hein, évidemment, mais les peuples du Caucase également sont des peuples européens, hein, ils ne sont pas slaves, ils ne sont pas suédois, mais les Tchétchènes, les Ingouches, les Adigués, les Tcherkesses, les Dagestani, toutes ces populations-là, de religions variées, hein, catholiques, très peu d'ailleurs, orthodoxes surtout, musulmans parfois, donc sont tous des populations européennes, sont tous des populations européennes, pareil pour les populations finno-ougriennes, les Udmurts, les Mortes, les Maris, etc. Ce sont des Européens aussi. La Russie est européenne par sa géographie, malgré tout, son cœur géographique qui est en Europe. 80% des Russes habitent dans la Russie d'Europe. Leur langue, leur culture, leur religion, leurs caractéristiques anthropologiques également, tout ça en fait des Européens parfaitement indistinguibles des autres Européens. Entre un Polonais et un Russe, il n'y a pas une feuille de papier de différence. Et voilà, les Polonais sont catholiques, les Russes sont orthodoxes. Je ne considère pas que ça soit rédhibitoire pour les considérer comme Européens, tous deux. D'une certaine manière, la russophobie a tendance justement à nier cette européanité de la Russie. Alors, comment a été niée cette européanité de la Russie? Parce qu'effectivement, tant que la Russie de Kiev existait, elle était admise, surtout depuis qu'elle était devenue chrétienne, à la table des Européens. Mais ils ont été victimes ensuite des Tatars mongols qui sont venus d'Asie, qui ont déferlé sur l'Europe, et les Russes ont trinqué. Ils ont protégé aussi l'Europe d'une certaine manière des invasions tatars, parce qu'en les ayant comme envahisseurs, ils les ont aussi, d'une certaine manière, neutralisés paradoxalement. Le territoire russe était vaste, et pour le contrôler, ça les a empêchés d'aller jusqu'à Paris. Je pense que les Huns, ils sont allés près de Paris, les Mongols auraient pu essayer de faire pareil.
Les Russes ont encaissé, ils ont trinqué. Les Japonais à l'est, eux, ont eu le kamikaze, c'est-à-dire le vent des dieux qui a protégé le Japon contre les bateaux mongols qui voulaient les aborder et les envahir. Donc la Russie a été isolée du reste de l'Europe pendant 2 siècles et quelques, jusqu'à ce que le peuple russe réussisse à se libérer progressivement du joug tatar et inverser la polarité. Cette coupure a fait que la Russie n'a pas connu la Renaissance italienne très mal, qu'elle a échappé à un certain nombre de courants. Elle a pris du retard d'un point de vue vraiment technologique, et au niveau des mœurs, au niveau des lois, et évidemment ce retard a fait douter un certain nombre de grands intellectuels européens du XVIIe, du XIXe siècle, jusqu'à Napoléon Bonaparte et d'autres, du caractère européen de la Russie. Pourtant il suffit d'aller en Russie pour savoir qu'on est en Europe. Alors évidemment Napoléon Bonaparte n'a pas su reconnaître l'européité des Russes, donc il n'est pas venu avec le code civil et le code pénal. Il considérait que les Russes n'étaient pas prêts, n'étaient pas dignes du code pénal, du code civil qui avait amené ailleurs. Il aurait cassé le servage, il était gagnant tout de suite. Il n'y aurait pas eu de Bérésina, le lézard tombé. Il n'a pas cassé le servage, il n'a pas libéré le peuple russe des règles archaïques qui pouvaient exister. Il a donc eu tous les Russes à dos, car les Russes préféraient le tyran, le tsar Alexandre, qui connaissait bien, au moins, avait un tyran étranger. Donc l'ogre Napoléon faisait peur, et le tyran local était donc plus sympathique. C'est exactement ce qui s'est passé en 1941-45. Staline était évidemment un tyran. Bon. Hitler et ses armées arrivent. Au début, les Russes les acclament, les libérateurs. Mais sauf qu'Hitler, lui, n'a pas du tout de respect du peuple russe. Pour lui, ce sont des sous-hommes qu'il faut expulser au-delà de l'Oural. Ils ne sont pas des Slaves, ce ne sont pas des Indo-Européens. C'est absolument absurde, évidemment, comme théorie, mais c'est ce qu'il vient. Et bien, très rapidement, les Russes vont se mettre du côté de Staline. Bien entendu, malgré tout, comme ça, il était quand même un individu assez peu recommandable, il y a bien 1 million de Russes dans la Wehrmacht en phase finale. Évidemment, tous les Russes qui ont fait des causes pour les Allemands, soit sincèrement, soit en se trompant lourdement, ont fini massacrés. Hein. Le général Vlasov, ne vous inquiétez pas, sous Staline, il a fini pendu sur un croc de boucher ou je ne sais pas quoi. La plupart des gens qui avaient, des Russes qui avaient choisi le camp allemand, ont eu un tort tragique. Évidemment, il y avait l'accusation d'être un Vlasoviets. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Vlasoviets? C'est à partir de Vlasov. Solzhenitsyn lui-même a été accusé d'être un Vlasoviets. Façon de dire, ce sont des traîtres. Bon, qui était le pire traître? Celui qui envoie des millions de Russes dans le goulag, ou celui qui veut les libérer, même en s'associant à des gens qui, malheureusement, ne voulaient pas non plus libérer les Russes, sinon ils auraient gagné. Voilà, la Russie a souffert énormément, elle a souffert du mépris que les autres Européens ont eu à son égard, hein, et elle a du mal à vivre ça. On sait que Poutine lui-même a parlé de la Grande Europe à plusieurs reprises, il a tendu une main ouverte aux autres Européens qui ne l'ont jamais prise. Résultat des courses, il a fini par se lasser. Mais l'avenir de la Russie est en Europe, et l'avenir de la Russie est avec les Européens. De même que l'avenir des autres Européens est avec les Russes. Il n'y a pas d'échappatoire à ça. Il faut qu'on travaille ensemble. Europa, Wielkaya Europa, od Islandii da Rosji. L'Europe, la grande Europe, de l'Islande à la Russie. Od Reykjavik da Vladivostok. Alors, Vladivostok, qui est, je crois. C'est compliqué là-dessus, le russe. Voilà, donc une langue slave, une langue merveilleuse d'ailleurs par ailleurs. Et vous voyez que j'en ai fait quelques années, ça m'a laissé de très bons souvenirs. Donc, Giz Rasiu.